Investi dans la capitale américaine, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Washington Forum. Qui peut arrêter le groupe État islamique? C'est la question à débattre dans la prochaine demi-heure. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à la VOA. Autant d'interrogations auxquelles nos invités tenteront de répondre en marge de cet anniversaire qui ne se célèbre pas. Le 8 août 2014, l'armée américaine a déclenché la campagne Inherent Resolve, détermination absolue pour bloquer l'avancée du groupe État islamique après le feu vert du président Barack Obama. 12 mois après, les djihadistes n'ont pas arrêté de se renforcer en Irak et en Syrie et d'étendre leur influence dans le monde musulman et même au-delà. Nous allons évidemment faire un survol de cette situation. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet avec nos invités. Henri Désiré Nzouzi, expert en relations internationales et analyste politique. Il est membre du think tank ADNE, African Diaspora Network Europe. Henri qui est basé à Bruxelles, mais qui nous fait l'honneur de nous rendre une petite visite ici à Washington. Un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau du Washington Forum, Henri. Bienvenue. Tout le plaisir est pour moi. Un grand plaisir également d'accueillir Alain Rodier, directeur de recherche chargé du terrorisme et de la criminalité organisée au sein du Centre français de recherche sur le renseignement. Il nous rejoint via Skype de Paris. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, plus d'un an après la proclamation du califat par Abu Bakr al-Baghdadi, son organisation continue d'accroître son emprise dans les territoires qu'il occupe en Syrie et en Irak. Le groupe vise toujours Bagdad et Damas et menace de prendre Istanbul. Il profite également du chaos en Libye où il décapite et crucifie des gens dans la ville de Sirte. Et c'est maintenant à l'appel du gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale que la Ligue arabe a déclaré qu'elle pourrait s'engager militairement. Alain Rodier, quel est votre avis? Le I progresse-t-il réellement? Non, je pense qu'il faut arrêter de faire du catastrophisme. L'État islamique, à l'heure actuelle, stagne un petit peu sur le front syro-irakien, qui est vraiment son noyau central, et essaye de combler cette difficulté en déclenchant des opérations outre-mer, entre guillemets, et en particulier en Égypte et en Libye, où là, effectivement, il possède des branches qui sont assez solides. Mais cela dit, il rencontre énormément de difficultés parce que même sur ces terrains, il trouve une opposition, même dans les mouvements djihadistes qui s'opposent à lui, parce qu'à Sirte, en réalité, il s'est opposé à d'autres mouvements djihadistes. Et bien sûr, la fortune des armes n'est pas encore dévoilée. On ne sait pas qui va vraiment gagner. Il se livre naturellement à ses horreurs habituelles en massacrant des gens. Mais attendez, Alain, je m'excuse. Attendez, un an quand même après le lancement de ces opérations, on n'a pas beaucoup vu sur le terrain. Est-ce tout bonnement la débâcle pour la coalition internationale? Non, c'est pas une débâcle pour la coalition internationale. Il faut dire que d'abord l'État islamique a été bloqué dans sa progression et grâce effectivement aux frappes de la coalition internationale. Donc, il ne faut pas considérer que c'est un échec. Bon, il est vrai qu'ensuite, aucune guerre ne se gagne depuis les airs, donc il va falloir poursuivre au sol, mais l'État islamique, tout de même, rencontre énormément de difficultés à l'heure actuelle. Autant de difficultés, mais quand même, Henri, entre-temps, le I a eu le temps d'installer une certaine administration pour contrôler les populations locales, entre 7 et 10 millions d'âmes apparemment, mais aussi pour prélever des taxes comme l'une de ses sources de financement. Alors Henri, la question est, le groupe agit déjà comme un État. Une telle emprise complique-t-elle le combat contre cette milice, hier qualifiée par le président américain Barack Obama d'équipe B d'Al-Qaïda? Alors, il faut rappeler, je pense qu'il est important de rappeler que depuis en fait 2006, donc ça fait presque 9 ans, 10 ans quasiment,
que l'État islamique existe. Au départ, c'est évidemment une initiative d'Al-Qaïda avec 5 mouvements djihadistes qui vont former l'État islamique en Irak. Ensuite, ça deviendra l'État islamique en Irak et au Levant lorsque le front va se déplacer vers la Syrie, bien évidemment. Et suite à l'antagonisme entre notamment Al-Nosra, qui est en fait la branche d'Al-Qaïda en Syrie, et al-Baghdadi, eh bien, il vient y avoir une sorte de scission. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez paradoxale où on a effectivement 2 mouvements djihadistes qui s'affrontent pour des objectifs tout à fait différents. Alors là, nous sommes face à un cas très particulier, puisqu'on passe d'un réseau à un proto-État. Et là, évidemment, l'avantage que souhaite pousser l'État islamique, c'est de pouvoir, sur les territoires qui sont conquis, y instaurer bien évidemment la charia, avec ce fameux rêve de réinstaurer ce que l'on a appelé le califat des Abbassides, qui va de l'Afrique du Nord jusqu'en Asie centrale, avec une triple stratégie, c'est important de le rappeler, c'est de commettre des attentats au maximum dans des zones qui sont plongées dans le chaos, profiter de ce chaos pour récupérer la situation et se poser comme étant un facteur stabilisant, et puis consolider cette mainmise avec une propagande. Et ça, il l'appelle tout simplement l'administration sauvage. Et alors, vous restez avec nous, nous allons maintenant faire un survol de la situation avec Michel Joseph. Un an plus tard, les résultats sont mitigés, mais les raids aériens des États-Unis contre l'organisation État islamique se poursuivent. Comme ici, près d'Irbil, dans le nord de l'Irak, où il y a quelques jours, des avions de combat ont bombardé les positions des djihadistes qui tentaient d'attaquer une base de formateurs militaires américains. Sur place, les combattants kurdes se disent reconnaissants de toute aide pour repousser le groupe. Mais le plus important pour eux, ce sont les armes. Je tiens à dire au monde entier que nous ne faisons pas cette guerre que pour le Kurdistan. Nous la faisons pour toute la communauté internationale et pour toute la planète. Selon un bilan de la Maison-Blanche, l'organisation État islamique a perdu en un an environ 30% du territoire qu'il occupait en Irak, ainsi qu'un pan important en Syrie. Les forces de coalition ont à plusieurs reprises frappé des cibles abritant le leadership de l'État islamique, à tel point que les dirigeants du groupe n'ont plus d'endroit pour se cacher. Nous, les États-Unis, et nos partenaires de la coalition prenons des mesures pour couper les sources de financement du groupe et pour lutter contre son recrutement de combattants étrangers. La Turquie a récemment rejoint cette intervention militaire, mais ces opérations antiterroristes semblent pour l'heure viser davantage les rebelles kurdes du PKK. Dans les villages frontaliers turcs, les habitants ne sont pas rassurés. Nous craignons que le gouvernement nous lâche, qu'il nous abandonne à notre propre sort comme les gens en Syrie. Des cellules de l'organisation État islamique, vues comme étant plus violents et plus radicales que le réseau Al-Qaïda, ont émergé en Arabie Saoudite, au Yémen, au Koweït, en Égypte, en Libye et en Tunisie. L'Algérie et le Maroc, eux, vivent dans l'expectative. En Afrique de l'Ouest, le groupe nigérian Boko Haram lui a prêté allégeance. Même durement frappé par de multiples offensives, Boko Haram reste pour l'instant une menace pour le Nigeria et ses voisins. Dans un récent enregistrement audio pour démentir les rumeurs sur sa mort, son leader, Abubakar Shekau, s'est présenté pour la première fois comme le chef de la branche ouest-africaine de l'EI et a rendu hommage au chef de l'organisation, Abubakar al-Baghdadi. Une organisation qui n'a donc cessé d'étendre son influence. Nous croisons les doigts et espérons que les frappes aériennes, aidées de forces spéciales sur le terrain, mettront un frein à l'expansion de l'État islamique et peut-être même réduiront les pans de territoire qu'il occupe. Pour les analystes, les pays de la coalition anti-EI ne doivent pas se faire d'illusions, ni sur l'ampleur du défi, ni sur le temps qu'il faudra pour le relever. Il ne faut pas se faire d'illusions. Merci Michel. Les estimations de l'armement et du financement de l'EI posent moins de difficultés que celles du nombre de combattants. Les chiffres varient entre 10 000 et 200 000. Alain Rodier, combien compte-t-il réellement de combattants? Le savez-vous? Bon, il est extrêmement difficile de faire des évaluations. Bon, selon ce
qui est le plus probable, sur le front syro-irakien, qui est vraiment le berceau de l'État islamique, on compterait 30 000 combattants. Mais cela dit, il y a toute une infrastructure, ce dont parlait votre interlocuteur, qui s'occupe des populations civiles, donc de gérer les populations sur place. Donc les nombres sont certainement plus élevés. Mais 30 000 combattants, ça me semble un bon chiffre, dont la moitié sont des étrangers, c'est-à-dire ce ne sont pas des Syriens ni des Irakiens, mais ce sont des combattants étrangers d'Arabie Saoudite, de Tunisie, de Libye ou d'Europe. Et nous venons de le voir, en mars dernier, le groupe nigérian Boko Haram a fait allégeance à l'EI, une force multinationale conjointe composée des armées du Nigeria, Tchad, Cameroun, Niger et Bénin se met en place pour combattre ces djihadistes africains. En Somalie, Al-Shabaab est divisé, une partie voulant devenir une franchise de l'EI, l'autre demeurant fidèle à Al-Qaïda. Henri, ces groupes en Afrique qui se sont joints à l'EI ou ont tenté de le faire, vont-ils devenir plus forts? Est-ce une vraie menace ou un danger exagéré? On remarque qu'à mesure que ces groupes sont en difficulté, il y a une tentation de mutualiser les efforts pour mieux résister, je dirais, à une réaction de la communauté internationale. Vous citiez quelques groupes, on peut y ajouter aussi le Jund al-Khalifa qui évolue en Algérie et une partie du Moujahou, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. En réalité, ce que l'on observe aussi et surtout, c'est que la progression de l'État islamique, même si, on l'a dit il y a de cela quelques instants, est à relativiser, a eu pour effet de provoquer une recomposition dans, j'allais dire, le djihadisme international. C'est-à-dire que vous avez des groupes qui étaient confrontés à des luttes de pouvoir en interne et qui ont trouvé en une allégeance vis-à-vis de l'État islamique une manière de se relancer, de se remobiliser et par conséquent de récupérer une partie du combat de l'EI en essayant de le développer ailleurs. Et Alain Rodier, l'EI peut-il vraiment tirer profit de ces ralliements, pas seulement en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde? Alors c'est vraiment la spécificité de ce mouvement. En réalité, il a récupéré des gens qui appartenaient à Al-Qaïda et qui ont basculé sous sa bannière parce qu'il était en odeur de victoire. Mais à l'heure actuelle, il faut bien se rendre compte que Al-Qaïda essaye de revenir sur le devant de la scène. Al-Zawahiri a donné 3 messages ce mois-ci, donc il essaye vraiment de revenir sur le devant de la scène. Même un des fils de Ben Laden a envoyé un message soutenant Al-Zawahiri. Donc ils essayent de reprendre un petit peu la main et il est vrai que des mouvements qui avaient un petit peu implosé, je pense à Al-Qaïda au Maghreb islamique, bien, on n'entend plus trop parler de la composante État islamique qui a plus ou moins disparu. Bon, Boko Haram est un cas un petit peu à part, qui est extrêmement actif à l'heure actuelle, mais bon, les liens entre ces deux mouvements restent sujets à caution. L'heure de marquer une courte pause. À notre retour, un reportage sur le recrutement de l'EI, sans oublier les commentaires Facebook. Washington Forum revient dans quelques petits instants. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. Jacques Aristide, de retour avec vous. Qui peut arrêter le groupe État islamique? C'est le fil rouge de ce Washington Forum. D'emblée, 4 de vos nombreux commentaires Facebook. Samson Augustin Esso de Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. Il est très difficile pour un État seul d'anéantir ces djihadistes qui tuent sans foi ni loi. Il faut une véritable solidarité internationale, comme à l'époque des 2 guerres mondiales, pour mettre hors d'état de nuire l'État islamique. Et les pays africains doivent y contribuer en ouvrant suffisamment leurs espaces aériens et maritimes, donc mettre fin aux franchises.
Abdoulaye Ouedraogo de Dédougou, Burkina Faso. Les responsables de ce chaos mondial sont les mafieux de quelques grandes puissances avec la couverture de l'ONU. Li Abdallah de la baie Guinée, seuls ceux qui les financent peuvent les arrêter. Christian Kamoua de Lubumbashi, RD Congo. Si les Occidentaux veulent en finir avec l'EI, c'est facile, ils l'ont bien fait avec Kadhafi et les autres. Et nous retrouvons nos invités, l'ancien officier supérieur au sein des services de renseignement français, Alain Rodier, actuellement directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement, et l'expert en relations internationales, Henri-Désiré Nzouzi. Je le disais, les États-Unis mènent aux côtés de 21 autres pays une campagne militaire anti-EI. Il s'agit de raids aériens contre les forces et structures du groupe en soutien aux combattants comme les Kurdes. La campagne comprend également la formation de l'armée irakienne et certains mouvements rebelles syriens. Henri, cette opération dite indirecte est-elle le meilleur des choix pour combattre l'EI? C'est un début, mais en réalité, vous n'avez que deux manières de terminer cette guerre. La première, évidemment, c'est la négociation. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit l'option sur la table. Et puis, la destruction de l'autre camp. Ça suppose, aujourd'hui, effectivement, un déploiement au sol, mais il faut quand même rappeler, et ça c'est quand même important de le souligner, que ce n'est qu'en privant l'État islamique, ou en la coupant de ses sources d'approvisionnement, aussi bien financier qu'humanitaire, qu'on y parviendra. Et puis surtout, il y a eu cette proposition de Moscou, il y a de cela quelques semaines, pour une large coalition internationale élargie, tenez-vous bien, aux Kurdes, à l'Iran, à la Russie. C'est pas mal du tout pour la photo de famille. Mais il faut tenir compte évidemment des divergences et des antagonismes entre ces différents partenaires éventuels. Et puis surtout l'éternelle question des arrière-pensées géopolitiques et stratégiques, car il faut bien le dire, la progression de l'État islamique, bien que freinée à l'heure actuelle, est quand même la conséquence de la déstabilisation géopolitique de la Syrie et de l'Irak. Alors, le gouvernement américain compte avant tout, vous avez fait référence à ça, sur les acteurs régionaux, qu'ils soient sunnites ou chiites. Cette stratégie, Alain, est-elle en train de porter ses fruits ou faut-il carrément la revoir ? Non, il ne faut pas la revoir. C'est une progression. Bon, il faut souligner que les gens sur le terrain, à l'heure actuelle, c'est-à-dire au sol, ce sont les Iraniens, le Hezbollah libanais et les Kurdes. Bon, parce que l'armée irakienne, à l'heure actuelle, ne montre pas un entrain absolument extraordinaire dans le combat. Bon, ça pourrait changer dans l'avenir, mais ce sont vraiment les seules unités à l'heure actuelle qui représentent une menace pour l'État islamique. Bon, cela dit, l'État islamique peut tout de même également avoir des problèmes internes et imploser l'intérieur. D'ailleurs, des informations soulignent qu'il commence à avoir des petits problèmes entre différents leaders locaux, des petits problèmes qui se traduisent d'ailleurs par des exécutions de certains responsables. Mais bon, il ne faut pas compter sur le pourrissement du mouvement de l'intérieur. Il va falloir faire quelque chose, c'est une évidence, mais ça va durer un certain temps, peut-être quelques années. Mais quand vous prenez un pays justement comme l'Irak, comment pouvez-vous compter sur ses dirigeants? Il y a quelques jours, une commission d'enquête parlementaire irakienne a jugé l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki et 35 autres personnes responsables de la chute en juin 2014 de Mossoul, deuxième ville du pays, chute qui avait marqué le début de l'offensive fulgurante des djihadistes en Irak. Henri, donc c'est pas évident en fait. Tout à l'heure, vous avez dit une belle photo de famille, peut-être avec tous ces gens, mais comment allez-vous vraiment pouvoir compter sur eux? Question de volonté politique, parce que le feu couve à la porte de chacun des partenaires éventuels. Je rappelle quand même que un des objectifs également de l'État islamique, c'est d'impliquer au maximum l'Occident dans cette guerre pour mettre en évidence cet antagonisme entre des musulmans qui seraient persécutés par l'Occident et surtout en s'attaquant à des thèmes qui sont chers à l'Occident. Les minorités, les femmes, les homosexuels, les religieux, etc. De manière à ce qu'il y ait effectivement un effet domino qui puisse à la fois créer la zizanie au sein d'une coalition internationale dont il faut encore définir les contours, même si l'on sait très concrètement qu'à l'heure actuelle, elle se focalise essentiellement sur des attaques aériennes avec un léger appui au sol, mais c'est en tirant profit de ces divisions-là, apparentes en tout cas, que l'État islamique pourra espérer reprendre du poil de la bête.
Vous avez parlé des minorités, les femmes notamment. Nous allons revenir sur ce sujet dans un petit instant. Alors, plein feu maintenant sur le programme de recrutement du groupe pour attirer des combattants. L'EI allie Internet et réseaux sociaux. Des milliers de jeunes occidentaux ont pu être convaincus, dont beaucoup n'ont aucune conviction religieuse, d'après des observateurs. Ici même aux États-Unis, 2 jeunes Américains du Mississippi, mariés en juin, sont accusés d'avoir cherché à rejoindre le groupe en Syrie. La jeune femme, 20 ans, est la fille d'un ancien combattant et agent de police. Leurs familles sont stupéfaites, comme nous dit Aminata Koulibaly. Selon les procureurs fédéraux, les 2 apprentis terroristes étaient prêts à jurer fidélité et à rejoindre l'État islamique. Jaylin Delshon Young, 20 ans, est une étudiante brillante qui s'était proposée de travailler pour l'EI en tant qu'assistante médicale. Son amie Crystal Waters réagit. C'était une de mes amies et je sais quelle sorte de personne elle est et cela n'a aucun sens. Le père de Jaylin a servi en Irak et en Afghanistan. Il travaille pour la police de Vicksburg. Dans un communiqué, la police a souligné que la famille de la jeune femme est effondrée. Que nous sachions, ils ignoraient tout de ces projets, dit-elle dans un communiqué. Des proches de la famille de Mohamed Oda Dakala, 22 ans, évoquent le désarroi des proches du mari de Jaylin. C'est comme si on vous tape entre les yeux avec un morceau de bois et vous clignez des paupières. Votre tête oscille toujours, mais la douleur ne s'est pas encore installée. C'est ce qu'ils ressentent maintenant. Denis Armand, un avocat, affirme connaître Mohamed Oda Dakala depuis des années. Il s'agirait du fils d'un imam du centre islamique du Mississippi. Ses parents auraient appris ses ennuis lorsque le FBI, la police fédérale, a frappé à leur porte. Choqués, stupéfaits, pratiquement paralysés. Ils n'avaient aucune idée que leur fils cherchait à gagner la Turquie. Ils s'attendaient à ce qu'il entame cette semaine sa maîtrise et non qu'il se ronge en prison. L'EI qui arrive à changer, à transformer des gens du jour au lendemain, un recrutement efficace. Merci Aminata. Alors Henri, ce groupe, n'ayons pas peur de le dire, fait-il preuve d'ingéniosité dans sa propagande de recrutement? Et évidemment, comment combattre cela? Mais en mettant en évidence ou en cristallisant cet antagonisme, pour ne pas dire ce choc civilisationnel entre d'une part un Occident velléitaire et messianique et des musulmans qui seraient en fait opprimés. C'est un message, un discours qui est réceptif, en tout cas qui est perçu par beaucoup de jeunes comme étant positif. Le pire, c'est que dans la société que l'État islamique entend mettre sur pied, il est prévu une très forte militarisation de la société par des recrutements massifs des jeunes, sans tenir compte évidemment de leurs aspirations, une manière de les impliquer davantage dans un processus qui les amène justement à constituer cette unité confessionnelle sans qu'il y ait évidemment la moindre parcelle de tolérance. Et vous avez ces gens qui vous disent qu'il y a pas mal de ces jeunes qui se font recruter, ils passent leur temps devant les jeux vidéo et peut-être n'ont qu'une notion en fait de la religion et qui se laissent convaincre. Le désenchantement est très grand lorsqu'ils se rendent compte évidemment de la réalité, mais l'État islamique est réputé pour sa cruauté. D'ailleurs, les techniques les plus terrifiantes qui sont utilisées ont pour but précisément à la fois de frapper les esprits et de catalyser l'imaginaire, de manière à ce que ceux qui intègrent l'État islamique, même pour des raisons de combat, puissent ne pas avoir de perspective d'en sortir. Mais ça vous dit quoi sur cette époque dans laquelle nous vivons? C'est-à-dire s'il y a des jeunes qui passent leur temps devant les jeux vidéo et qui finalement se retrouvent à combattre pour le I, ça vous dit quoi? Ça me dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et qu'il y a effectivement dans le chef des différentes sociétés dans lesquelles ces jeunes sont recrutés un effort, me semble-t-il, important à faire en termes de sensibilisation, de pédagogie, de prévention, pour bien montrer en réalité que ce combat n'est pas le bon. Je suis assez content de voir qu'au sein même de l'islam, il y a un débat important qui se fait à l'heure actuelle. Vous avez des prédicateurs importants qui sont montés au créneau pour dire que le combat de l'EI n'est pas le combat de l'islam et que ce n'est pas du tout la lettre et l'esprit du Coran. Recrutement qui touche les femmes également. En mai dernier, les troupes américaines ont capturé Youm Sayaf, veuve du haut dirigeant Abou Sayaf. Elle a notamment été interrogée sur l'action des femmes au sein de l'EI. Alain Rodier, si les femmes ne combattent pas, quel rôle jouent-elles?
Bon, elles ont un rôle de nourrir la population, c'est-à-dire qu'il faut, pour l'État islamique, il faut qu'il y ait un maximum de population civile qu'il contrôle. Donc les femmes viennent pour créer des familles. Et je rappelle que l'État islamique envisage son combat sur des générations, donc il faut pouvoir avoir de nouvelles générations qui mèneront le combat. Et d'ailleurs, il y a plusieurs opuscules qui sont sortis. Comment élever vos enfants pour qu'ils mènent le djihad correctement. Cela dit, là aussi, sans être trop optimiste, il ne faut pas exagérer, il semble que le nombre de volontaires européens est en train un petit peu de baisser. Les premières statistiques qu'on peut avoir à l'heure actuelle viennent de nos amis belges, qui disent que le nombre de volontaires a été divisé par 2 ces derniers mois. Bon, il faut être prudent, il faut attendre de voir l'évolution, mais je pense qu'effectivement un certain nombre de personnes commencent à se rendre compte que le rêve qui leur a été proposé ne rencontre pas la réalité sur le terrain. Alors pour beaucoup d'observateurs, derrière le problème État islamique, il y a l'argent. D'après des experts, le groupe tirerait près d'$1 million par jour de la vente de pétrole à de nombreux intermédiaires privés. Son financement est également issu du trafic de drogue, d'antiquités et de rançons réclamées à la suite d'enlèvements. Et dans la première partie, nous parlions du prélèvement d'impôts. En février, l'ONU a adopté une résolution pour bloquer le financement de l'EI. Mais Henri, soyons réalistes, ce ne sont pas les résolutions, les lois qui vont faire que financièrement on va pouvoir étrangler l'EI. Vous venez de parler d'antiquités vendues pour renflouer les caisses. C'est assez paradoxal puisque un des combats aussi de l'État islamique, c'est de s'attaquer aux symboles culturels qui sont souvent, je dirais, millénaires. Mais il ne faudrait quand même pas qu'on parte en pertes et profits. Le fait qu'il y a quand même certains pays arabes, on va peut-être pas les citer ici, mais qui tirent un certain avantage à voir la progression de l'État islamique. Et donc, ces États-là vont continuer à les financer en sous-main. À titre personnel, je m'interroge sur leur motivation, mais toujours est-il que ce n'est pas la meilleure manière de faire les choses, d'autant que certains de ces pays, je ne les citerai pas, ont été victimes récemment d'attentats. En 2 mots, Alain, finalement, est-il vraiment possible d'annihiler le groupe État islamique ? Oui, et je reviens sur votre question du financement. On s'interroge peut-être pas assez sur les liens entre le crime organisé et l'État islamique, parce que s'il y a des vendeurs de pétrole, d'antiquités et autres matériels, il y a des acheteurs, et des acheteurs qui ont pignon sur rue quelquefois. Et donc là, nous avons vraiment un lien entre le terrorisme et le crime organisé, et on pourrait s'interroger également donc sur les mafias turco-kurdes qui sont bien connues, et d'autres mafias qui profitent de cette guerre, les profiteurs de guerre, comme on les a toujours appelés. Profiteurs de guerre et la guerre ou la lutte, si vous préférez. On ne veut pas vraiment employer le mot guerre ici aux États-Unis, mais cette lutte contre l'État islamique, ça va durer encore pendant longtemps. 2 mots, Henri ? Oui, je pense qu'il va falloir s'armer de patience. L'option la plus raisonnable serait effectivement d'envisager un appui au sol conséquent. Et je le répète encore une fois, en ciblant prioritairement des villes comme Mossoul, qu'il faut le rappeler, qui est la capitale économique, et peut-être aussi Raqqa, ce qui aurait pour conséquence de démobiliser l'État islamique et surtout d'empêcher toute velléité de remobilisation pour faire perdurer le conflit. Ouais. Voilà, merci à nos invités, Alain Rodier, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement, et l'expert en relations internationales, Henri-Désiré Nzouzi. Petit clin d'œil à nos confrères d'Afrique Nouvelle TV, notre télépartenaire au Cameroun. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.